Je vais donc vous garder 2 heures aujourd'hui, mais je ferai une courte pause pour vous laisser partir ceux qui doivent partir au milieu. Et je commence par quelques annonces très rapides. Vous l'avez vu, il y a un colloque qui termine le cours, je l'ai intitulé Poète de la voirie parisienne, mais c'est vraiment la suite de ces séances. Il a lieu le 12 mai toute la journée. Je vous rappelle les leçons de Yoshikazu Nakagi qui commencent demain, 4 leçons sur Rimbaud face à Baudelaire qui commencent demain à 2h30 de l'après-midi. Le colloque organisé par Alexandre de Vitry et David Simonetta, l'assistant d'Alain de Libera, Histoire et historien des idées, les 18, 19 et 20 mai. Vous trouvez tout ça sur le site du collège. Enfin, comment vous inscrire sur la liste des diffusions Eurydice? Je vous remontre ça pour avoir les nouvelles de la chaire. Et sans plus tarder, je commence cette 11e leçon, je crois. Et je voudrais, dans ces 2 heures, étudier un certain nombre de résurgences du système du chiffonnage dans Les Fleurs du Mal. Donc ces sortes de récurrences du thème et des expressions, pour montrer au fond que tout cela était efficace et servait à quelque chose. Et je commencerai par explorer cette métaphore du chiffonnier comme répondant allégorique du poète dans Les Fleurs du Mal. Vous vous souvenez que dans du vin et du hashish, le chiffonnier arrive hochant la tête et butant sur les pavés comme les jeunes poètes qui passent toute leur journée à errer et à chercher des rimes. On a déjà commenté ce passage. La même comparaison, exactement la même, figure dans le vin des chiffonniers. La voici, c'est dans les 2 premières strophes du vin des chiffonniers que j'agrandis. Au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en ferments orageux, on voit un chiffonnier qui vient hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète et sans prendre souci des mouchards ses sujets épanche tout son cœur en glorieux projet. C'est l'édition de 1861. Dans les tableaux parisiens, donc. Non, dans le vin la section sur le vin. Et vous voyez que le chiffonnier se déplace en ville comme un poète dans Les Fleurs du Mal ou comme les jeunes poètes dans du vin et du hashish. Il est donc à la fois oisif et actif, flâneur et industrieux. Et Benjamin avait donc raison d'insister sur l'importance de ce vin des chiffonniers dans l'œuvre de Baudelaire. Il reprochait à la critique de l'avoir négligé, mais comme on l'a observé, son idée fixe du socialisme de Baudelaire biaisait son interprétation des mouchards qui figurent dans ces vers auxquels le chiffonnier ivre s'adresse dans le poème, puisque vous vous en souvenez, il trouvait dans ce terme la preuve que le chiffonnier était un révolutionnaire, qu'il revenait des barricades, alors que nous avons vu que beaucoup de chiffonniers étaient d'anciens grognards, des repris de justice et des indicateurs de police, et que leur présence sur les barricades ne semble pas avoir frappé grand monde parmi les nombreux physiologistes de la chiffonnerie. Et on a aussi vu que ce chiffonnier qui se prend pour un roi ou pour l'empereur rappelle toute une tradition carnavalesque qui fait se rencontrer les extrêmes. Alors, Benjamin avait des excuses puisqu'il ne se doutait pas de l'ancienneté de ce vin des chiffonniers. Il ne connaissait pas de version avant 1857 et ça lui permettait de soutenir que Baudelaire, en 1857, était encore socialiste. Or, il s'agit du poème des Fleurs du Mal dont les versions qui nous sont parvenues sont les plus nombreuses et la première, que je vous ai déjà montrée, c'est celle qu'on a retrouvée dans les papiers de Daumier, grand caricaturiste des chiffonniers, où les vers qui nous importent étaient les suivants. Au fond de ces quartiers sombres et tortueux où vivent par milliers des ménages frileux, parfois à la clarté sombre des réverbères que le vent de la nuit tourmente dans leurs vers, on voit un chiffonnier qui revient de travers, se cognant, se heurtant comme un faiseur de vers, et libre sans souci des patrouilles funèbres,
seul épanche son âme au milieu des ténèbres. Alors vous voyez que comme dans Du vin et du hashish, et comme dans la version de 1857 du poème, le chiffonnier remonte vers le quartier de la chiffonnerie, donc la rue Mouffetard, en titubant, et on a toujours cette même série de verbes, buter, se cogner, heurter, se heurter, qui appellent l'analogie entre l'errance du chiffonnier ivre et celle du faiseur de vers dans cette version, ou du poète. Et la formule est très proche de celle que j'évoquais la semaine passée, celle de Nadar à propos de Champfleury, dont vous vous souvenez qu'il disait que Champfleury trébuchait et cognait du nez contre tous les coins, parce qu'il avait des chaussures de Balzac qui étaient trop grandes pour ses pieds. Donc on avait les mêmes verbes, trébucher, cogner du nez. Je voudrais rapprocher ce poème, Le vin des chiffonniers, d'un autre poème, ancien lui aussi des Fleurs du Mal, Le Soleil, qui offre un exact pendant du vin des chiffonniers. Cette fois, il s'agit du poète, et c'est lui qui se promène dans les vieux faubourgs. Voici le poème, et je vais m'intéresser au début de ces vers. C'est le poète qui se promène dans les vieux faubourgs, et on n'est plus la nuit, mais au milieu des ténèbres, en plein jour. On n'est plus la nuit, mais en plein jour, au soleil, le long du vieux faubourg, où pendent aux masures les persiennes, abri des secrètes luxures, quand le soleil cruel frappe à traits redoublés sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Donc cette fois-ci, il s'agit du poète, et il trébuche à son tour, comme précédemment le chiffonnier. Il heurte les mots et les vers, comme le chiffonnier butait, se heurtait, se cognait contre les pavés ou les murs. Or, nous devons nous rappeler que heurter quelque chose, c'est non seulement buter, se cogner, mais c'est aussi rencontrer, atteindre quelque chose, au double sens de tomber sur. Heurter, c'est à la fois le verbe de la violence, du choc, de la blessure, mais c'est aussi, de manière bien plus favorable, le verbe de la rencontre, de l'aubaine, de l'occasion, de la trouvaille. Et on l'a déjà rencontré dans ce sens, heurté, la semaine dernière, dans la physiologie des physiologies, où les chiffonniers littéraires remplissaient leurs livres comme une hotte de tout ce qu'ils heurtent dans la boue. Heurter, c'est donc aussi trouver. Le choc de l'aubaine, la chance qui récompense la chasse au trésor, le hasard heureux de l'accrochage dans la boue, cela peut nous rappeler aussi la dédicace du spleen de Paris à Arsène Houssaye, l'ancien camarade de la Bohème, devenu notable du régime impérial et directeur de la Presse, journal à grand tirage. C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît le petit poème en prose, avec cet idéal d'une prose assez souple et assez heurtée, où nous retrouvons ce mot pour représenter les soubresauts de la conscience. Donc on a aussi cette notion de heurte, de saccade, d'accident. Vous voyez que la correspondance n'est pas douteuse entre le vin des chiffonniers, sur le chiffonnier qui est comparé à un poète, et le soleil sur le poète qui heurte les rimes. Ce soleil est un poème qui est d'ailleurs inséré dans la section des tableaux parisiens en 1861 seulement, à la seconde place, mais qui, en 1857, venait au tout début du recueil, à la seconde place, juste après Bénédiction, et qui figure une sorte d'art poétique heureux. Mais je voudrais m'arrêter à une expression qui m'a toujours un peu surpris dans ce poème et dérangé, c'est cette fantasque escrime du poète sur le pavé de Paris. Image qui reste déconcertante. Faut-il lui donner le sens de la lutte, du combat, de l'assaut, d'un duel fantasque, insolite, extravagant?
Benjamin faisait grand cas de cette image qui était pour lui le synonyme de la modernité de Baudelaire. Elle comprenait toute la modernité de Baudelaire, définie par le choc. Et il est souvent revenu à ce qu'il appelait la métaphore de l'exprimeur dans de nombreux textes, par exemple dans Le Paris du Second Empire chez Baudelaire, où il écrit « Baudelaire aimait par elle, cette métaphore, mettre en évidence l'aspect artistique des caractères martiaux. » Je dirais plutôt, moi, l'aspect martial des caractères artistiques. Dans la première strophe du Soleil, poursuivait-il, Baudelaire s'est peint lui-même aux prises avec une fantasque escrime de ce genre, et c'est probablement le seul passage des Fleurs du Mal qui nous le montre en plein travail poétique. Par ailleurs, sans du tout lier les deux images, Benjamin affirmait, quelques pages plus loin dans le même texte, que Baudelaire se reconnaissait dans le chiffonnier. Je cite, « Chiffonnier ou poète, le rebut leur importe à tous les deux, l'attitude, la démarche même sont identiques chez eux. » Et il en tirait cette leçon. Bien des détails indiquent que Baudelaire a voulu secrètement mettre en valeur cette parenté. Parmi ces détails, dans lesquels il n'entrait pas, il ne songeait en tout cas nullement à la fantasque escrime du Soleil, puisqu'il en proposait une toute autre interprétation sur des thèmes baudelairiens. Dans cette fantasque escrime, il voyait en effet le choc du poète avec la foule, et c'est en cela qu'elle était symptomatique de la modernité, laquelle, avançait-il, éclaire l'image de l'escrimeur, car les coups qu'il assène sont destinés à lui frayer la voie parmi la foule. Benjamin devait pourtant concéder que les rues étaient désertes, que les rues du Soleil étaient vides de foule et que le poète s'y trouvait parfaitement seul. Mais cette vacuité de la ville ne le gênait pas pour interpréter la fantasque escrime, puisqu'il y voyait des estocades portées contre une multitude imaginaire. La strophe devenait à ses yeux, dit-il, transparente, une fois qu'il avait compris que la foule n'était pas la foule réelle, mais, disait-il, la foule spirituelle des mots, des fragments, des débuts de vers, contre laquelle le poète, à travers les rues désertées, gagne à la pointe de l'épée son butin poétique. Je crois qu'il n'y a nul besoin de faire de telles hypothèses et surinterprétations allégoriques de cette foule spirituelle, obsédée par le choc du poète avec la foule, par cette révolte définitoire de la modernité dans les tableaux parisiens. Benjamin ne s'arrêtait donc pas à ce verbe heurter, heurter parfois des vers depuis longtemps rêvés. Ce verbe heurter qui est pour moi capital pour désigner l'activité du poète dans le Soleil et même, je dirais, décrire son art poétique avec ce double sens de choc et de chance. Heurter, ne serait-ce pas la définition même du geste du chiffonnier et pour ainsi dire un quasi-synonyme de chiffonner. Les deux métaphores de l'escrimeur et du chiffonnier sont essentiellement apparentées et leur rapprochement permet de donner un sens cohérent à cette image de la fantasque escrime, moins recherché que celui d'un chemin frayé contre une foule abstraite. La fantasque escrime du Soleil, c'est l'agitation, les saccades du chiffonnier ferraillant avec son crochet au coin des bornes. Le poème s'appuie tout simplement sur l'image du poète chiffonnier heurtant ses vers au coin de la borne. Une fois de plus, c'est bien le système du chiffonnage qui ressurgit dans les vers de Baudelaire, et je dirais que c'est même l'un des plus beaux exemples, une sorte de signature incontestable de ce système dans l'œuvre de Baudelaire. Au reste, la seconde strophe du poème est un hymne au soleil revigorant. La ville, c'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles. Non seulement la béquille,
objet bien peu poétique et, comme l'épée ou le fleuret, mais moins noblement, un substitut du crochet du chiffonnier qu'on a déjà souvent rencontré. C'est la béquille du diable boiteux, c'est celle que Gavarni représente dans Le Diable à Paris, et on le sait, il arrive aussi que le chiffonnier, sans doute un vétéran de la Grande Armée, porte béquille et crochet, et je crois que je vous ai déjà montré cette gravure de Jean Gigou, un old chiffonnier, dans une revue de Londres et de New York, qui porte en même temps le crochet à la main droite, appuyé sur une borne, et la béquille sous le bras gauche. La présence du chiffonnier, ou d'une métaphore chiffonnière, dans un poème intitulé Le Soleil, peut peut-être tout de même embarrasser. Benjamin imaginait une foule spirituelle dans ces rues de Paris, dans ce Paris désert. Il ne serait pas plus légitime de concevoir un chiffonnier en plein soleil. Le chiffonnier, c'est une créature de la nuit, de l'ombre, c'est un octambule. Cela poserait autant de problèmes, l'interprétation que je propose du soleil, où le poète est chiffonnier. Certes, le chiffonnier est associé à la nuit, mais on pourrait dire c'est aussi le cas du poète. La nuit est également son heure de sortie. Et si donc nous avons un poète dans les rues de Paris, dans le soleil, en plein soleil, pourquoi pas un chiffonnier? Et on sait que la préfecture de police avait bien du mal à faire respecter les heures de chiffonnage. Enfin, et c'est un argument que je voudrais rappeler, le crochet du chiffonnier, cette canne à bec, est souvent apparenté à une arme blanche. Par son allure légère, il a parfois l'air du bâton d'un dandy, mais le jeu entre la pointe de l'épée et le crochet du chiffonnier, que l'escrime peut appeler, est un jeu très fréquent. Vous vous souvenez qu'on l'a par exemple rencontré dans la caricature de Napoléon en Père la Violette. La métaphore du crochet et de l'arme blanche semble bien avoir été un cliché du temps qui permet de motiver, s'il le fallait encore, la reconnaissance du modèle du chiffonnier dans cette fantasque escrime du poète. Je ne sais plus si je vous ai déjà montré, ça c'est Jean Gigou représentant Pierre Dupont dans la livraison de Baudelaire sur Pierre Dupont. Je ne sais plus si je vous ai déjà montré cette gravure d'Edmond Texier de 1852, dans le tableau de Paris d'Edmond Texier, gravure d'Henri Valentin, pour illustrer la description du marché aux fleurs sur l'île de la Cité, le bouquet de la veille, le bouquet du lendemain. C'est le schéma habituel avant et après, commencement et fin, ou les deux âges de la vie. Les gravures sont signées Valentin, donc la première est celle de gauche dans le style de Gavarni, c'est une sorte de pastiche de Gavarni, et la seconde, plus noire, moins ironique à la manière de Valentin. À gauche, une jeune femme s'habille en homme pour la scène ou le bal masqué, tout en admirant son visage reflété dans un grand miroir en pied, dont on distingue le cadre, tandis que sa femme de chambre lui apporte un bouquet de fleurs, c'est donc le bouquet de la veille, ainsi qu'un sabre, objet incongru dans ce décor de grisette, mais motivé car la jeune femme porte un pantalon militaire, sans doute Garance, à bandes en galon or, et elle s'apprête à se déguiser pour le carnaval ou à s'habiller pour un rôle travesti au théâtre. Elle est déguisée en jeune officier, elle porte la chemise de soie flottante qui accompagne le costume du débardeur sur les gravures de Gavarni. Si le prétexte du travestissement justifie le sabre que lui tend sa domestique, je crois qu'il ne l'explique pas, quant au fond, tant qu'on ne s'est pas arrêté à la deuxième image, à droite, qui représente une malheureuse chiffonnière de Paris, debout au coin d'une borne, devant un mur couvert d'affiches, avec à l'arrière-plan un tombereau d'éboueur ou un tonneau de vidange, cachemire d'osier sur le dos,
tenant une savate à la main gauche, remuant avec le crochet au bout de son bras droit un tas d'ordures d'où dépasse un grand fémur et le bouquet du lendemain. Comme les deux bouquets renvoient l'un à l'autre, eh bien, le sabre renvoie au crochet, rime par avance avec le crochet, figure son pendant. Et on a donc une symétrie parfaite des deux scènes qui prophétisent le destin inexorable de la grisette ou de la courtisane. Et vous vous souvenez de cette phrase que Maxime Ducamp avait entendue Faubourg Saint-Antoine: « Laissez passer les chiffonnières de l'avenir devant la voiture d'une courtisane ». Le sabre et l'épée sont donc bien des équivalents du crochet du chiffonnier. En mars 1832, Paris a été gagné par le choléra. Et c'est même la pire épidémie de choléra au XIXe siècle. Et il y a une fameuse gravure de Daumier qui est commentée par Baudelaire dans quelques caricaturistes français. C'est, voilà la rue déserte de nouveau, la place déserte, et c'est le choléra. C'est un choléra qui est très important, que celui de 1832, puisque c'est lui qui a déclenché la construction ou la reconstruction des égouts de Paris sur le modèle de Londres, progrès que Hugo a regretté puisqu'il revenait à gaspiller l'or fumier, à le balayer à la mer. Sur le moment, toutefois, c'est une date importante parce que le 1er avril 1832, en plein choléra, les chiffonniers de Paris se sont révoltés quand les autorités ordonnèrent l'enlèvement immédiat des immondices pour assainir la ville. On ne leur permettait plus de fouiller les ordures que dans les dépôts hors les murs. Je crois que j'ai déjà évoqué cette conspiration des tombereaux, comme est appelée cette émeute des chiffonniers. Elle est restée très célèbre et je l'ai évoquée parce qu'en 1832, comme le rappelle Pierre Larousse dans l'article chiffonnier du dictionnaire, la victoire resta aux chiffonniers, l'administration céda devant leur violence. Donc en 1832, les chiffonniers imposent leurs lois à la garde municipale. De fait, cette émeute des chiffonniers est très importante puisqu'elle sert de prélude à l'insurrection républicaine de juin 1832 contre Louis-Philippe. Entre avril et juin, Casimir Périer, le Premier ministre, est mort, lui-même emporté par le choléra. Et puis en juin, il y a les funérailles du général Lamarque, décédé lui aussi du choléra, et l'insurrection républicaine qui est réprimée dans le sang. Je l'ai déjà évoqué à propos de cette caricature de Louis-Philippe et du chiffonnier. Eh bien, j'ai aussi dit que cette émeute est centrale dans Les Misérables, puisque plusieurs des protagonistes du roman s'y retrouvent à la barricade de la rue Saint-Denis et qu'en s'y rendant, Gavroche tombe sur une chiffonnière réactionnaire représentative de l'état du métier aux yeux de Hugo. Alors cette émeute historique des chiffonniers, qui préluda à l'insurrection républicaine, est importante. Il y a de nombreux témoignages à son sujet, et je citerai seulement celui de Heinrich Heine, qui était à Paris depuis quelques mois, et qui envoya un article à la revue d'Augsbourg, à laquelle il collaborait, un article qui est ensuite recueilli dans De la France. Et c'était très intéressant parce que Heine, pour raconter l'insurrection des chiffonniers, est obligé d'expliquer ce que c'est qu'un chiffonnier parisien, puisque, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, il n'y a de chiffonniers qu'à Paris. Il est obligé d'abord faire un longue explication pédagogique, c'est la colonne de gauche, pour expliquer donc que ces chiffonniers qui cherchent toute la journée leur vie dans les ordures qu'on jette en tas au coin des bornes des maisons, munis de grands paniers pointus, je ne vois pas de pointeur,
rien de pointu ici, de grands paniers pointus. Ils ont sur le dos un bâton crochu à la main. Ces hommes à figure pâle et malpropre errent dans les rues, découvrent dans les ordures des choses à revendre. Bon, quand on a voulu interrompre leur industrie, eh bien, ils se sont révoltés. Le bas de la colonne de gauche est donc très intéressant. Ont paralysé leur industrie. Cette industrie était pour eux un droit sanctionné par la prescription et comme une propriété qu'on ne pouvait leur ravir arbitrairement. Donc, Heine est obligé d'expliquer ce que c'est qu'un chiffonnier parisien à ses lecteurs. Il souligne la puissance de leur corps constitué, leur attachement à la rue, leur refus de franchir les barrières pour aller fouiller les ordures à Paris. Puis il en vient à leur révolte provoquée par les mesures d'hygiène et il en fait, c'est ainsi très intéressant, non pas une révolution, mais bien une contre-révolution à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans le sens du progrès, mais du maintien de privilèges archaïques. Pour lui, il y a bien dans la chiffonnerie une sorte de persistance de l'ancien régime, et c'est la colonne de droite du texte de Heine. Les chiffonniers cherchèrent à faire tomber par la violence la réforme du nettoiement. Ils tentèrent une petite contre-révolution. Les chiffonniers sont de l'ordre de la contre-révolution. Soutenus par leurs alliés les revendeuses, vieilles femmes qui étalent et brocantent le long des quais les puantes guenilles qu'elles achètent aux chiffonniers. Alors nous vîmes la plus repoussante de toutes les émeutes, les nouvelles voitures de nettoiement furent brisées et jetées dans la Seine, les chiffonniers se barricadèrent à la porte Saint-Denis, où il y aura les émeutes en juin, et les vieilles marchandes de Locke combattirent avec leurs grands parapluies sur la place du Châtelet. Bon, je l'ai dit, les chiffonniers et les revendeuses triomphèrent de la garde municipale. Heine n'exagère pas, car l'émeute fut d'une rare violence. Les chiffonniers, qui étaient encore des anciens soldats et qui étaient bien équipés, étaient d'ailleurs encouragés par une partie de l'opinion, notamment l'opinion légitimiste. Les légitimistes étaient pour les chiffonniers en 1832, heureux de trouver ce que Heine appelle des alliés naturels chez ces champions des vieilles coutumes, des traditions d'ordure. Donc les chiffonniers sont bien pour Heine les représentants de la tradition et des vieilles coutumes, et c'est pour ça que les légitimistes soutiennent leur émeute de 1832. Et ils se déchaînèrent donc contre la garde municipale. La presse rendit compte abondamment de ces combats, comme si les adversaires avaient été pareillement armés, non sans rappeler, bien sûr, la proverbiale bataille des chiffonniers pour le trésor trouvé dans le tas. Et voici le compte-rendu de cette bagarre dans une revue légitimiste qui s'appelle La Mode. Celle-ci est une émeute à propos de boue et d'ordures, une émeute à coups de pelle et de balai. L'émeute est descendue au coin de la borne, l'émeute descendue au coin de la borne, et là, elle a pris le gouvernement corps à corps. Ils se sont battus dans le ruisseau comme autant de boueurs qui se disputent un tas d'immondices. À moi, à toi, non. Et le crochet du chiffonnier, c'est la phrase qui m'intéresse, et le crochet du chiffonnier s'est croisé avec le sabre du garde municipal, avec l'épée du sergent de ville. Et c'est escrime du garde municipal, du sergent de ville et du chiffonnier. Ignoble, c'est l'émeute des chiffonniers, la dernière en rang, descendue qu'elle est au plus bas degré de l'échelle sociale. Mais c'est dans une revue légitimiste qui soutient les chiffonniers. Le crochet du chiffonnier s'est croisé avec le sabre du garde municipal, avec l'épée du sergent de ville. Crochet, sabre, épée sont donc des armes équivalentes et le crochet du chiffonnier est aussi redoutable que le sabre ou l'épée des gardiens de l'ordre. Il y a donc une imagerie très puissante associant ces instruments, assimilant le crochet du chiffonnier à une arme blanche. Tout ça
derrière la métaphore de Baudelaire sur la fantasque escrime. Et on sait par ailleurs, ne l'oublions pas, ce qui n'est sans doute pas indifférent, qu'un Baudelaire, en français, du bas latin badellaris ou badarellus, c'est une épée courte, large, tranchante des deux côtés et recourbée à la pointe. Ou encore, selon Ducange, cité par Littré, un petit coutel portatif appelé Baudelaire. Et on sait aussi qu'il arrivait à Baudelaire, qui aimait bien pratiquer l'éreintage en critique, de substituer à sa signature un cimeterre sous la forme d'un rébus. Et je crois qu'on peut ici se souvenir également du poème « Je suis la plaie et le couteau » et de ces doubles identifications du poète. L'équivalence est donc bien établie dans ce moment entre le crochet et une arme blanche, que ce soit un petit coutel portatif, une lance, un sabre, une épée, un cimeterre. Et cela suggère en effet de relire d'autres poèmes des Fleurs du Mal pour y repérer des résurgences, des récurrences du système du chiffonnage analogue à la fantasque escrime du soleil. Et je voudrais me tourner maintenant vers les 7 vieillards, où le premier Géronte surprend le poète sur le pavé de Paris. Dans les premiers vers, fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. Et j'ai déjà commenté un jour ce vers raccrocher, comme le verbe du crochet du chiffonnier. Mais je voudrais aller vers les strophes qui sont entourées ici et que j'agrandis. Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes imitaient la couleur de ce ciel pluvieux et dont l'aspect aurait fait pleuvoir les aumônes sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux, m'apparut. On eût dit sa prunelle trempée dans le fiel, son regard aiguisé les frimas, et sa barbe à longs poils, raide comme une épée, se projetait, pareille à celle de Judas. Bon, certes, c'est la barbe de cet avatar du juif errant, j'ai comparé dans le passé le chiffonnier et le juif errant, qui est comparé à une épée. C'est la barbe qui est comparée à une épée, mais comme c'est semblable, vous voyez qu'il boite, qu'il est plié en deux, que son pas est maladroit et que son élément est la boue. Et il est muni d'une canne qui lui donne l'allure d'un quadrupède infirme ou d'un juif à 3 pattes. Ce sont les 2 strophes suivantes. Quadrupède dans la 2e strophe, quadrupède infirme ou juif à 3 pattes. Alors on s'est beaucoup interrogé sur le sens à donner à ces vieillards et notamment à leur nombre. Ces vieillards qui apparaissent l'un après l'autre devant le poète et sur le chiffre magique, le chiffre ésotérique de leur procession. Son pareil le suivait, barbe, œil, dos, bâton, loque. Nul trait ne distinguait du même enfer venu, ce jumeau centenaire et ces spectres baroques marchaient du même pas vers un but inconnu. À quel complot infâme étais-je donc en butte, ou quel méchant hasard ainsi m'humiliait, car je comptais 7 fois de minute en minute ce sinistre vieillard qui se multipliait. Alors il y a eu beaucoup d'interprétations de ce chiffre 7, plus ou moins convaincantes, pour cette danse macabre des vieillards. Le nombre parfait, les 3 vertus théologales plus les 4 vertus cardinales, les 7 péchés capitaux, etc. Je voudrais y ajouter tout simplement le petit nom de la canne à bec, le numéro 7, avec son crochet comme ce bâton est appelé partout. Faisons donc l'hypothèse que ces vieillards ne sont autres que des chiffonniers, piétinant dans la boue, avec leurs loques
leur bâton et leur numéro 7. Rappelons aussi que ce numéro 7, dans du vin et du hashish, où il est décrit, il est revêtu de son châle d'osier avec son numéro 7, comme dit Baudelaire, et un peu plus bas, sous l'effet du vin, il paraît que le numéro 7 s'est changé en sceptre de fer, et le châle d'osier en manteau impérial. Eh bien, tandis que les vieillards prennent dans les 7 vieillards la forme de spectre, à l'instar de celui qui raccroche le passant, ici, c'est sceptre avec lequel le poème joue. Vous voyez qu'entre 7 sceptres et spectre, le chiffonnier n'est pas très loin. Je reviens alors au soleil. L'hypothèse selon laquelle la fantasme escrime figure les secousses du chiffonnier avec son crochet au coin de la borne est en effet confortée par le vers suivant. Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime. Ici, non seulement fleurer, le fleuret de l'escrime, et flairant se répondent dans une assonance, mais les coins tombent aussitôt et doublent ou triplent la correspondance en évoquant ces coins de la borne où le chiffonnier remue son crochet. La locution figée « flairer dans tous les coins », c'est un cliché pour fureter partout, est ici magnifiquement remotivée par le système du chiffonnage. Car flairer, et mieux encore, flairer dans tous les coins, c'est-à-dire percevoir l'odeur, reconnaître, suivre à l'odeur, c'est encore un excellent synonyme de chiffonner et une belle expression pour décrire le chiffonnier en action. Accompagné de son chien, on l'a vu, il a toujours un chien avec lui, il est métamorphosé lui-même en animal, en chien de chasse ou de rue, flairant sa proie, comme dans d'autres exemples qu'on peut trouver métaphoriques, et j'en prends un dans un poème des Châtiments, qui ressemble à une caricature et ridiculise une nouvelle fois les protagonistes du coup d'État de 1851, dont, une fois de plus, André Dupin, qui présidait l'Assemblée législative et qui se retira lorsque les soldats envahirent la salle des délibérations et qui est ainsi décrit par Hugo. L'immondice au sommet de l'État se déploie, après le coup d'État, les chiffonniers, la nuit, courbés, flairant leur proie, allongent leur crochet du côté du Sénat. Belle image d'Hugo, encore, sur ces chiffonniers et leur traitement des conspirateurs et des complices de Louis-Napoléon Bonaparte. Vous le voyez, comme les spectres des 7 vieillards, le poète du soleil tient bien du chiffonnier. Et je voudrais ici rappeler ce que j'évoquais brièvement, très brièvement la semaine dernière, comment cet ancien modèle qui rapprochait la plume et l'épée se trouve exactement à ce moment-là, curieusement justifié par l'assimilation du croc, du chiffonnier et de la nouvelle plume métallique qui se répand exactement à ce moment-là et qui évince la traditionnelle plume d'oie. Je crois qu'on ne peut pas sous-estimer les conséquences de cette révolution technique, le passage de la plume d'oie à la plume métallique à partir de 1830, sur la démocratisation de l'écriture, mais peut-être aussi sur la littérature. Le crochet du chiffonnier et la plume moderne sont tous deux en fer, ont un bec, sont fixés à un manche et sont remplaçables. Enfin, ce sont 2 instruments qui peuvent blesser.
Je citais, je crois, la semaine dernière, ce passage d'une lettre de Baudelaire à Flaubert en 1862, donc à un moment où la plume métallique est bien installée en France, et où il disait son impression qu'écrire avec une plume de fer, c'était comme marcher avec des sabots sur des pierres branlantes. Et on retrouve là le geste du chiffonnier ou du poète titubant sur les pavés. C'est une variante de la fantasque escrime. Autrement dit, cette vieille métaphore de la plume de fer, très ancienne, devient littérale et objective à partir de 1830 et de la diffusion de la plume métallique anglaise en France. C'est la date d'ailleurs où le cliché a pris sa forme définitive, en anglais, « The pen is mightier than the sword », expression qui date de 1839 dans une pièce de Edward Bulwer-Lytton. Voici un petit compte-rendu dans une revue française de la découverte anglaise, plume métallique perfectionnée par M. Perry. Ça fait très longtemps qu'on cherche à inventer la plume métallique, et c'est James Perry qui, autour de 1826, découvrit qu'il fallait pratiquer une petite ouverture dans la plume pour la rendre à la fois rigide, souple et durable. Le brevet date de 1830 et l'élasticité de la plume est désormais assurée. Au cours du XIXe siècle, le prix de la plume d'acier n'a pas cessé de baisser. Et je regardais dans l'almanach du commerce de Paris le développement de l'article plume. Plumes à écrire. Sur la colonne de gauche, c'est l'année 1829. Toutes les plumes sont encore des plumes d'oie. Et on les achète en même temps que les plumes de lit, d'ailleurs. Plumes à écrire, vous le voyez, on les achète chez les plumiers. La colonne de droite, eh bien, c'est 1833. On voit apparaître Perry. Et on voit apparaître un autre fabricant de plumes métalliques. 1837, les plumes métalliques sont parfaitement répandues en France. Et bon marché, elle se répand dans les écoles. Mais c'est une arme redoutable et les revues médicales décrivent abondamment les cas de lésions de l'iris et de la cornée, de cataractes traumatiques, incitant la presse bien pensante à résister contre la plume métallique et à rappeler ces dangers pour les jeunes enfants qui risquent de se blesser, d'estropier leurs condisciples. En 1880 encore, sous la Troisième République, alors que l'instruction des publics fait les beaux jours des fabricants de plumes de Boulogne-sur-Mer, les fabricants sont installés juste en face de l'Angleterre, à Boulogne-sur-Mer, en France, l'hebdomadaire La Semaine des familles de Zénaïde Fleuriot met en garde contre l'acier et regrette les inoffensives plumes d'oie d'antan. Voici l'article. S'il est difficile d'interdire dans les basses classes des écoles l'usage des plumes métalliques, on ne saurait trop, du moins, rappeler l'attention sur les dangers que ces plumes peuvent représenter en certaines petites mains trop inexpérimentées. Les plumes d'acier font chaque année des victimes. L'auteur inconscient du mal, c'est la plume d'acier. Pour tous les jeunes enfants, il y aurait manifestement sécurité à n'employer que les plumes d'oie. Il y a un grand débat dans ces années 1830 et sous le Second Empire encore sur la transition de la plume d'oie à la plume d'acier. Et pour un Alexandre Dumas, qui adopta la nouvelle plume de fer dès 1831, toute neuve, la plupart des écrivains sont restés fidèles à la plume d'oie jusqu'à leur mort, comme Chateaubriand, Nodier, que je citais la semaine dernière avec notre invité, Hugo, Vigny, Sand, George Sand, Flaubert, Baudelaire, ou encore Alexandre Dumas fils, qui était moins avancé en cela que son père.
Et il y a un article de Jules Janin très intéressant de 1831, un article ironique qui s'appelle « Les influences de la plume de fer sur la littérature ». C'est la décadence de la littérature avec la plume de fer. En effet, dit-il, c'est un article très ironique, très réussi, plume et fer, il faut déjà faire hurler 2 mots de notre langue pour parler de cette affreuse machine. Et l'article est très souvent repris tout au long du siècle. Il énumère tous les poncifs proférés contre le nouvel instrument d'écriture. Par exemple, que le temps passé à tailler sa plume d'oie permettait de réfléchir avant de la tremper dans l'encrier. On verrait les mêmes arguments lors du passage au stylo qui se remplit, puis à la machine à écrire, puis à l'ordinateur. Et la plume métallique départage sûrement ancien et moderne. Selon Dumas, Nodier, justement, écrivit toujours avec des plumes d'oie. Il avait horreur des plumes de fer, comme en général de toutes les inventions nouvelles. Le gaz le mettait en fureur, la vapeur l'exaspérait. Vous connaissez bien la phrase de Flaubert, hein, « Je suis un homme plume ». Quand Flaubert dit « je suis un homme plume », c'est bien entendu une plume d'oie à laquelle il s'identifie, lui qui écrivait à sa mère du Caire en 1850 « N'ai-je pas tout ce qu'il y a de plus enviable au monde, l'indépendance, la liberté de ma fantaisie, mes 200 plumes taillées ». Et voici sa sévérité avec Maxime Ducamp, l'ami ambitieux de Baudelaire et de Flaubert, à qui il écrit « Prends garde, tu es sur une pente. Tu as déjà abandonné l'usage des plumes d'oie pour adopter celui des plumes de fer, ce qui est le fait d'une âme faible. Dans la préface des chants modernes, tu as débité un tas de sornettes passablement déshonorantes. Tu as célébré l'industrie et chanté la vapeur, ce qui est idiot et par trop saint-simonien. » Vous voyez combien la plume de fer est bien, dans ces années de Baudelaire et de Flaubert, un symbole tout à fait important de statut social, de décision. Dans l'éducation sentimentale, M. Arnoux écrit avec une plume de fer, c'est la plume du gratte-papier. Et Baudelaire s'excuse d'un mot bien mal gribouillé écrit à sa mère en 1851 en ajoutant « c'est la plume de fer ». Pourtant, il semble bien que dès avril 1832, Baudelaire, qui avait alors 11 ans, ait offert une plume de fer à son beau-père. Alors, je ne crois pas qu'il faille interpréter ça de manière psychanalytique, mais voici ce qu'il annonça dans une lettre à son demi-frère Alphonse. Il lui dit qu'il a acheté 2 objets pour le lieutenant-colonel Opic, à qui il donnera à choisir. Ces 2 objets sont un cure-oreille et cure-dent en ivoire, cure-dent qui me coûte 10 sous, et en deuxième lieu, une plume anglaise de clé dans un étui de bois des îles. Vous voyez que Opic, homme d'épée, aurait donc été un usager très précoce de la plume métallique en France, dès 1832, s'il n'a pas préféré le cure-dent. En tout cas, le cadeau de son beau-fils était un objet acéré. Mais, vous pourrez dire, est-ce qu'une plume anglaise de clé, c'est bien une plume métallique ? Il me semble, en effet, en France, on importait des plumes d'oie entre 80 et 100 000 kilos par an en 1832, mais on les importait plutôt de Russie. Une plume de clé, c'est probablement une plume de fer. Et d'ailleurs, l'autre objet que pouvait choisir Opic, c'était aussi un objet moderne, un cure-dent en ivoire qui remplace les cure-dents en plume d'oie, puisqu'ils étaient aussi en plume d'oie, ces cure-dents. Vous voyez que le jeune Baudelaire, malgré son évolution ultérieure, était un moderne. Et d'ailleurs, un an plus tard, en 1833, Opic lui offrit un Kénakisticope que j'ai commenté il y a quelques années. Bon, cela dit, il est toujours resté fidèle à la plume d'oie, comme Victor Hugo. Victor Hugo, si vous êtes allé au musée Victor Hugo, vous avez vu les plumes des Misérables qu'il a conservées et encadrées
les 6 plumes avec lesquelles il a écrit Les Misérables. Je crois que tout cela a une certaine importance, ce passage de la plume d'oie à la plume de fer. En 1854, le Tintamarre, petit journal littéraire, introduisit une nouvelle rubrique qui est justement intitulée « Les épaves ». Ça fait penser à quelque chose, au baudelairien. Et voici comment ces épaves, ce sont toujours la même chose, des ragots parisiens. Dans ces épaves, il est dit « de journalistes devenons chiffonniers, que notre bonne plume de Tolède se change en crochet, et que le Tintamarre nous serve de mannequin. Pardon, nous voulons dire de hôte. Tous les dimanches, nous viderons notre panier aux ordures sur la tête de nos lecteurs. » Alors là, vous voyez cette image très importante de la plume de Tolède. La plume de Tolède, bien sûr, elle est incisive comme une lame de fer. Tolède a la réputation de donner les meilleures dagues et épées d'acier. Et on parlait déjà de plume de Tolède avant que la plume soit en acier. Dans les batailles romantiques, c'est un mot de Gautier, c'est un mot de Baudelaire, c'est un mot fréquent, la plume de Tolède. Et vous voyez que la plume de Tolède, eh bien, elle devient métallique. C'est celle de l'éreintage, tel que Baudelaire l'imagine avec Champfleury dans le Hibou philosophe en 1852. Vous voyez que cela est important. La plume de fer est en effet ce qui confirme, du temps de Baudelaire et de Flaubert, l'équivalence du chiffonnier et du poète. Et le jeu sur l'écrivain et muni d'une plume de fer persistera longtemps dans la littérature, même si l'écrivain continue d'être représenté par une plume d'oie. Voici la première représentation. Ah, vous voyez, Zola. Zola, toujours représenté. C'est des caricatures de Gilles. Je vous l'avais montré, je crois, la semaine dernière. Zola en chiffonnier, avec sa hotte et son crochet. C'était une représentation anachronique, puisque Zola vient après le grand moment du chiffonnier. Vous voyez que Zola, toujours représenté par Gilles, en 1875 et 1879, est toujours représenté avec la plume d'oie, alors que Zola est évidemment un adepte de la plume de fer. Donc la caricature est au fond en retard sur l'époque. Et voici la première image de plume de fer que j'ai trouvée. C'est une image de Félicien Rops, assez intéressante, où on voit la réouverture de la Chambre. C'est en Belgique, hein, le libéralisme qui se réveille. La session de la Chambre va ouvrir et vous voyez que la Chambre est attendue par les pics des journalistes en bas à droite et que ces pics des journalistes sont des plumes de fer. Et vous voyez qu'il y a une assimilation de l'agression journalistique à la plume de fer. Ce sont évidemment les pics qui nous ramènent à celle de la Révolution française, attendant les projets de loi pour les transpercer. Donc ce jeu sur plume de fer, plume d'oie est assez long. Les caricaturistes sont en retard et voyez cette belle caricature de Charles Delécluze, le journaliste radical, communard, bientôt, ainsi représenté en janvier 1871, avec, vous voyez qu'il sort d'un cactus et il tient, Charles Delécluze tient un fusil qui se termine par une plume en guise de baïonnette. Et on a là donc j'ai envie de dire, une petite révolution iconographique dans le journaliste représenté avec la plume de fer. Vous voyez que plume, épée, baïonnette ou encore croc, lequel n'est jamais oublié, voilà un maillon essentiel dans cette représentation du chiffonnier littéraire. Et c'est un rapprochement qui subsistera bien au-delà
de la grande époque du chiffonnage, puisque je trouve encore cette expression dans un roman des années 1930 à propos d'un journaliste se servant de sa plume comme le chiffonnier de son crochet pour déterrer dans la poubelle du jour ce qui assurera sa matérielle. Donc le journaliste qui travaille avec une plume qui lui sert de crochet pour déterrer des ordures. Cela restera l'image du journaliste à la plume vénale, bien au-delà du moment où le chiffonnier était une légende parisienne. Innombrables sont donc les liens entre le chiffonnage et la vie littéraire du temps de Baudelaire ou de Flaubert, qui rapprochent notamment le croc, l'épée et la plume, en particulier dans les années 1840. Et vous voyez que cette métaphore du chiffonnier semble en effet plus répandue dans certains poèmes parmi les plus anciens des Fleurs du Mal, comme Le vin des chiffonniers ou Le soleil. Toutefois, je terminerai par une image d'escrimeur beaucoup plus tardive, puisqu'il s'agit de Constantin Guis, qui est dépeint dans Le peintre de la vie moderne, au retour de ses collectes nocturnes dans Paris. Autrement dit, Constantin Guis aussi travaille comme un escrimeur et comme un chiffonnier. Maintenant, à l'heure où les autres dorment, celui-ci est penché sur sa table, dardant sur une feuille de papier le même regard qu'il attachait tout à l'heure sur les choses, s'escrimant avec son crayon, sa plume, son pinceau, faisant jaillir l'eau du verre au plafond, essuyant sa plume sur sa chemise, pressé, violent, actif, comme s'il craignait que les images ne lui échappent, querelleur, quoique seul, et se bousculant lui-même. Vous voyez que Constantin Guis, lui aussi, c'est un homme de la nuit, c'est un homme qui s'active la nuit, comme le chiffonnier, et toutes les images sont intéressantes. Dans la rue, il transperce les choses de son regard, comme avec une épée ou un crochet ou une plume de fer. De retour chez lui, il manie lui aussi le crayon ou la plume, bon, c'est vraisemblablement une plume d'oie, comme une épée. Il se bat, se querelle avec lui-même, comme les chiffonniers ont la réputation de le faire pour le trésor, ce couvert en argent repéré dans le tas. Vous le voyez, ce système du chiffonnage est récurrent et traverse aussi bien les poèmes des Fleurs du Mal que des textes beaucoup plus tardifs, comme ce peintre de la vie moderne de 1859. J'arrête quelques minutes avant de poursuivre cette enquête dans le chiffonnage baudelairien.